mal appelé. Donc, l'ensemble des profits de la banque divisé par le total des actifs qu'elle détient. Et le ROI, qui est le return sur le capital en equity, donc le capital que possèdent les banques. Eh bien, en décembre 2014, ils répondent aux standards internationaux. Et pour mieux le figurer, passons au tableau qui va vous illustrer tout ça. Vous voyez que sur la première ligne, donc, le capital que, d'après la réglementation bancaire, les banques doivent détenir, eh bien, il se tient bien. Puisque vous voyez que son évolution est à partir de 13,4 en 2010 et arrive maintenant à 18,01. Donc, un bon signe quand même. Et aussi, donc, le capital sous actif, la ligne suivante, vous pouvez voir, en 2009, il était à 6,7. Donc, quand on divise le montant du capital que détiennent les banques par l'ensemble des actifs, et aujourd'hui, nous en sommes à 7,9. Donc, nous avoisinons les 8 points. Un très bon signe. Les prêts sur, maintenant, le pourcentage des prêts par rapport à l'actif, je viens de mentionner qu'il se tenait aujourd'hui à 35,8%, mais vous pouvez voir son évolution tout au long, puisqu'il a d'abord été de 30,9%. Il y a eu une baisse sérieuse, comme vous pouvez le comprendre, l'année du tremblement de terre, parce que le ratio, le volume des prêts qu'il y avait dans le système à l'époque, il était descendu à 21,3%, mais aujourd'hui, on a repris du poil de la bête et l'augmentation est là, il est passé à 35,8%. Naturellement, les gens avertis me diront qu'on devrait aussi peut-être faire abstraction, tenir compte de peut-être l'impact de la dépréciation de la gourde qui augmente la valeur nominale des prêts. Puisque les prêts, par exemple, en dollars, quand on les convertit en gourde, ils accuseront des montants plus importants. Mais n'empêche, étant donné que la gourde est la monnaie nationale, nous devons retenir donc que ce ratio des prêts sur actifs, il continue de devenir important, ce qui est un signe assez intéressant, parce que ça nous permet aussi d'anticiper en disant que, en même temps, ce qui se passe, il n'y a plus de prêts qui sont accordés dans le pays, c'est-à-dire aussi qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui bénéficient de facilité de crédit, et quand nous aurons évoqué l'inclusion financière, ça va bien nous servir. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure des provisions, le pourcentage qui représente par rapport aux prêts. Vous pouvez voir l'évolution qu'il y a de ce côté. Il est passé de 5,9% en 2009 pour arriver aujourd'hui à 2,3%. C'est-à-dire donc que le volume des prêts improductifs par rapport à l'ensemble total des prêts est en diminution. C'est un bon signe. C'est-à-dire que le système bancaire est en train d'améliorer la qualité de son portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il se solidifie, qu'il assoit des bases plus solides. Et à l'intérieur, pour ce qui est de ces prêts improductifs, là encore, il y a un ratio que l'on retient assez souvent qui est important. Quel est le pourcentage de ces prêts improductifs pour lesquels les banques ont déjà créé des provisions? C'est-à-dire que les banques ont déjà mis de l'argent de côté pour savoir que si ça se passe mal, eh bien, ce n'est pas l'argent des déposants qui va aller payer le prix pour cette affaire. Eh bien, de ce côté, le pourcentage des provisions par rapport aux prêts improductifs, lui aussi, il est en nette augmentation. Il est passé à 54,88. Mais ce que nous devons aussi souligner quand même, vous pouvez voir que l'année du tremblement de terre, l'année 2010, fait significatif, on était à 84,1. Ce qui est normal parce que cette année-là, beaucoup d'entreprises ont connu la difficulté, donc des retards sur leur crédit, des retards sur le paiement de leurs prêts, sur le service de leurs dettes. Et bien à ce moment-là, les banques ont dû provisionner beaucoup plus fort. Mais tout ça encore, et l'année d'après, après le tremblement de terre, c'est à ce moment-là que le décompte réel a eu lieu. C'est-à-dire que des gens qui quand même arrivaient à tenir le coup pendant la période du tremblement de terre, qui ont dû faire appel à leurs réserves et tout ça, eh bien l'année d'après, les banques ont accusé le coup de cet inventaire qui a été fait, à savoir qu'il y avait plus de gens qui avaient des difficultés. Eh bien les banques ont encore mieux provisionné les prêts improductifs. C'est ainsi que vous avez pu voir que ce ratio-là est passé à 96,6. Mais chemin faisant, on peut dire que le pays dans son ensemble a fait des avancées depuis ce tremblement de terre. Donc des gens qui avaient eu des difficultés ont pu se reprendre, certaines d'entre elles. Et vous voyez que nous revenons à une sorte de normal, quelque part, puisque la nécessité de provision maintenant, le taux de couverture peut se permettre d'être à 54,8.
Tout ça pour vous dire donc que, en fait, les déposants que vous êtes aussi, il n'y a pas de doute, peuvent être en confiance, à savoir que le système bancaire qui les sert est un système très prudent. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu à connaître les sueurs froides qu'il y a eu en Amérique du Nord lors de la crise de 2008, et vous pouvez voir que ce n'est pas le fait du hasard d'une seule année, puisque ce tableau-là, qui donne quand même un panorama sur les 5 dernières années, nous indique que la santé financière des banques est bonne. Et vous pouvez voir aussi, du point de vue de la profitabilité des banques, la dernière ligne, en quelque sorte, les profits nets, eh bien, ce n'est pas aussi intéressant que nous pourrions le souhaiter, puisque l'évolution de la profitabilité ne va pas en droite corrélation avec quand même les mouvements d'inflation et les mouvements de dépréciation de la monnaie locale. Donc, si l'on tient compte de ces deux derniers facteurs, dépréciation et inflation, on pourrait dire que la profitabilité qui se situe à 19,8 milliards, 19,8 dans le moment, eh bien, elle nous permet de rester quand même en bonne santé, mais pour les investisseurs, donc pour ceux parmi vous qui êtes des actionnaires de banque, eh bien, ce n'est pas les figures que vous aimeriez voir. Vous aimeriez certainement les voir beaucoup plus, de manière beaucoup plus réjouissante. Mais quand même, avec tous les aléas que nous connaissons, c'est déjà bon de savoir, c'est déjà rassurant de savoir que votre système bancaire, il est en bonne santé et il continue de se maintenir. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette année? Bien sûr, comme Fritz l'a souligné, la Banque centrale a dû prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir gérer en quelque sorte ce qui se passait sur les marchés. Eh bien, là, en termes de décision de politique monétaire, la Banque centrale a dû intervenir pour relever les taux d'intérêt et aussi les coefficients de réserve obligatoires. Ceci, en quelque sorte, comme instrument monétaire pour pouvoir diminuer la pression qu'il y avait sur la goude, puisque Fritz a déjà souligné pour vous les déséquilibres qui existent en termes d'offres et de demandes de devises. La consommation de devises que nous avons, la demande de devises que nous avons était beaucoup plus importante que les devises que génère notre économie. Eh bien, la Banque centrale, dont la mission, dont le rôle fondamental est d'assurer la stabilité de la goude, eh bien, doit intervenir avec les instruments dont elle dispose pour pouvoir assurer cette stabilité. Bien sûr, rappelons tout de suite que stabilité ne veut pas dire non-dépréciation. Stabilité veut dire plutôt que le devoir qui incombe à la Banque centrale, c'est de faire en sorte qu'un matin, vous ne vous réveillez pas pour entendre que la goude est à un taux astronomique au point de vue change. Il est bon d'avoir un système financier en bonne santé, mais est-ce que parallèlement, on ne devrait pas avoir également un système économique, la croissance économique assez soutenue? Ce n'est pas le cas actuellement en Haïti. Et c'est ainsi que dans un panel, nous allons discuter avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Charles Castel, ainsi que M. Maxime Descharles, le directeur général de la Unibank, M. Franck Elmke, et le numéro 1 de la BNC, M. Philippe Vixamar, accompagné de M. Fritz Durozo, nous parler comment avoir les deux en même temps, à savoir un système financier en bonne santé et également la croissance économique pour favoriser le développement, améliorer les conditions de vie de la population. Écoutons et voyons avec vous ce qui s'est passé au niveau de ce panel. Mais c'est vrai que le système bancaire a connu une évolution bien meilleure que celle du secteur réel. D'ailleurs, lors de mon intervention avant-hier soir, j'ai bien souligné la grande croissance depuis 18 ans à un taux annuel moyen de 9,5% des actifs du système bancaire. Mais ce n'est pas surprenant que ce système croisse plus vite que l'économie réelle, dans la mesure où il y a tellement de blocages, et Maxime les a évoqués tantôt, et Fritz, mon collègue du conseil d'administration de la Banque centrale, les a soulignés également. Il y a tellement d'obstacles au crédit, au secteur réel, que finalement, les crédits sont à 62% au commerce qui va justement financer les importations. Maintenant, la formule que j'aime
utilisé pour rappeler l'importance des prêts au secteur productif, générateur de production et d'emploi, c'est la formule suivante. Nous ne pouvons pas exporter 5 millions d'Haïtiens. Parce que jusqu'à présent, la plus grande exportation de la République d'Haïti a été ces gens de la diaspora. Et qui nous envoient d'ailleurs, je vous donne les chiffres officiels de l'année dernière, 1,9 milliard de dollars par année. Donc, cette force de travail que nous avons, il faut trouver à l'employer. Et il faut un parti pris délibéré pour la croissance de la production et de l'emploi. L'agriculture représente 25% environ du produit intérieur brut d'Haïti. Emploie environ 40%, c'est bien ça, de la population active. Les prêts à l'agriculture ne représentent même pas 1% du total du crédit. Donc, qu'est-ce qui arrive? On prête de l'argent au commerce, parce que vous devez bien comprendre. La finance est d'abord affaire de risque. Le crédit doit être soutenable. Soutenable financièrement, parce que l'entrepreneur ou consommateur débiteur doit pouvoir repayer. Donc, ces messieurs banquiers que je regarde là, ils ne vont pas prêter s'il n'y a pas une forte probabilité de service adéquat de la dette. Et ce n'est pas nous autres à la Banque centrale qui allons les encourager à être des banquiers imprudents, parce que la seule chose que la Banque centrale dit en termes d'adéquation des fonds propres, à chaque fois qu'il y a des pertes, la Banque centrale, M. Robinson Charles, de la supervision, envoie un rapport pour dire que cette banque a un besoin de provisionnement. Le prêt doit être provisionné. Maintenant, quand le prêt est provisionné, ça va ronger les fonds propres. Et quand les fonds propres tombent en deçà des minimums réglementaires, Fritz Ziozo et moi-même et nos 3 autres collègues du conseil d'administration, nous nous réunissons avec parfois beaucoup de cérémonies et de solennité, avec un ton relativement grave pour rappeler aux banquiers leurs obligations de casquer pour ramener le capital au niveau adéquat. Donc, la Banque centrale serait très malvenue d'encourager ces banquiers à faire des prêts en toute imprudence. Et il y a une chose qu'on oublie souvent et qui est très importante qu'on rappelle. Et que ce soit au niveau de la réglementation et de la supervision, que ce soit au niveau politique, et que ce soit au niveau administratif. Et c'est un principe que la nation, en général, gagnerait à internaliser. Parce que beaucoup de nos problèmes viennent de là. Le pouvoir et la responsabilité marchent de pair. On ne peut pas avoir de déconnexion entre pouvoir et responsabilité. Parce que si c'est nous autres à la Banque centrale qui imposons des prêts aux banquiers, nous ne pouvons pas les tenir responsables des défaillances des débiteurs. C'est la même chose en politique. Est-ce qu'un président de la République a nécessairement été investi de tous les pouvoirs qu'il devrait avoir pour répondre à toutes ces attentes de la population? Il y a une perception que le président est omnipotent.
Et on lui demande beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, la Banque centrale ne peut pas demander aux banquiers de faire des prêts dont ils seront par la suite les seuls responsables. Au niveau administratif, nous sommes dans un secteur financier, on ne peut pas avoir deux personnes dans une même caisse. Parce que lorsqu'il y a un problème au niveau de la caisse, qui est responsable? Donc c'est le même principe partout. Mais on trouve souvent des situations où les lignes de pouvoir et de responsabilité ne sont pas en adéquation. Donc, nous avons parlé du risque. L'effort que nous faisons au niveau national et que nous devons faire, et auquel ces conférences-là, c'est l'une de leurs vertus fondamentales, ces conférences-là doivent sensibiliser, c'est la nécessité justement de mitiger les risques, de réduire les risques, pour que les banquiers puissent justement, dans une relative sécurité, elle n'est jamais totale, on ne peut pas éliminer le risque. D'ailleurs, les taux d'intérêt qu'ils chargent sont en partie justifiés par ce risque qui doit être rémunéré. Mais pour au moins le mitiger, le ramener à des niveaux relativement raisonnables pour que ces banquiers-là puissent faire ces prêts. Nous avons parlé tantôt des prêts à l'agriculture. Prêts à l'agriculture, il y a beaucoup d'efforts qui se font actuellement. Par exemple, je sais que la Banque mondiale a entrepris des programmes de formation des officiers de crédit en prêts agricoles. C'est fondamental parce que ce sont des prêts qui ont des spécificités propres et un secteur qui a ses spécificités. Donc il faut que les officiers de crédit se familiarisent avec ce genre d'environnement et de réalité. Et Fritz a bien souligné un de nos drames fondamentaux. C'est qu'on a eu une très forte croissance de notre population qui a évolué avec une économie qui a pratiquement stagné. En 1991, de 1991 à 1994, Haïti a perdu 30% de son PIB. 3 années d'embargo. Ça nous a pris 16 ans. C'est ça, 16 ans, 13 ans. Pour retrouver ce niveau en 2007 de PIB. Entre-temps, la population est passée de 8 millions à 9,5 millions. Pour le même petit gâteau. Donc, quand des jeunes de la classe moyenne ou des classes moyennes supérieures, etc., sont agacés de voir beaucoup de gens dans les rues, les marchands sur les trottoirs, etc., etc., c'est du chômage déguisé. Parce que la journée, on a beaucoup d'emplois. Quand le loi, madame, sous trottoir avec 3 piles oranges. Mais réalité, hein. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire et la beauté de ces questions financières où systématiquement on pose les problèmes, c'est que nous devons nous battre pour mitiger les risques. Ces messieurs-là, Maxime l'a dit, les taux de réserves obligatoires de la Banque centrale sont très élevés. Maintenant, au fur et à mesure qu'il y a des opportunités de prêter dans le sens d'un crédit soutenable économiquement, parce que j'avais tantôt parlé de la soutenabilité financière, mais la soutenabilité économique implique que ce crédit soit un crédit non seulement soutenable financièrement, solvable financièrement, mais soutenable parce qu'il est générateur d'emplois. Mon travail
les générateurs tout de devises, soit parce que les devises viennent directement par les exportations, soit parce que les dépenses en devises sont évitées par la substitution aux importations. Donc, ils sont assis sur à peu près 700 millions de dollars de liquidités qui pourraient être mobilisés. Qu'est-ce que j'entends par 600 et 700 millions de dollars? Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès, comme l'a dit Maxime. Nous sommes passés, après le tremblement de terre, de 26% de ratio prêt sur crédit à aujourd'hui 43%. Donc, c'est quand même 16 points de pourcentage de progrès en 5 ans. La moyenne caribéenne est de 60% environ. Donc, pour atteindre cette moyenne-là, il y a de la place pour environ 700 millions de dollars de crédit. Mais il faut mettre, par la mitigation systématique des risques, le système bancaire et le système financier en général en état de faire ces crédits-là. Et c'est ça le gros combat. Et je pense que au niveau de l'APB et au niveau de la Banque centrale, il y a une vision partagée de cette problématique-là. D'ailleurs, nous avons écrit, produit au moins en 5 ans, au moins 2 documents conjoints sur cette question. Donc j'espère avoir éclairé un tant soit peu sur la problématique du crédit et surtout du crédit productif. Merci. Ma question est simple. Pendant combien de temps que la BNC et la Unibank vont pouvoir garantir à leurs actionnaires, l'État et les actionnaires de la Unibank, la santé financière de votre institution si la reprise économique ne se fait pas sentir rapidement? On est à moins de 3% de croissance, 2,8 l'année dernière, on prévoit 2,5 cette année. Comment va-t-on pouvoir maintenir cette santé financière? Les réponses à la première question de Kessner, il fallait avoir devant nous un parterre de responsables, de dirigeants de l'État. Et le gouverneur parlait et je me disais que où est passé le Prominex? Parce qu'il existait un bureau de promotion des exportations en Haïti. Et quand je devenais plus grand en âge, c'était logé à l'angle de la Lue et de la rue Lamar, en diagonale locale BNP. Donc il y avait la Prominex. Et la République dominicaine avait au Champ de Mars la CEDOPEX. Et ils ont encore la CEDOPEX. Et quand je suis retourné en Haïti en 1980 pour la première fois, il y avait au Champ de Mars, à côté du ministère du Commerce, l'Office national de promotion des investissements que Georges Dabas a ouvert. Et quand j'étais un peu plus jeune, il y avait une dame au ministère du Commerce qui formait des ingénieurs commerciaux dont il y a une relique dans la salle. Donc, et dans les ambassades haïtiennes à l'étranger, il y avait des représentants commerciaux qui faisaient la promotion des produits haïtiens à l'étranger. Et c'est ce qui m'avait motivé, après mes études, d'aller faire des spécialisations en économie internationale et de voir le modèle français d'assurance à l'exportation avec la COFAS. Maintenant, je reviens à la question de Roro parce qu'on ne va pas revenir sur les révolutions industrielles qu'on a ratées, sur les autres rendez-vous ratés, parce que les Nations Unies en 1960 avaient proclamé la première décennie de développement par la substitution des importations. Et on a eu à l'époque FABNAC, il y a eu Bata, il y a eu plein. Facolef, il a parlé de Facolef, il a parlé de Famosa, de Idaï, de Sen, qui fabriquaient des produits locaux, l'économie réelle dont on parlait. Et la deuxième décennie de développement qui a commencé en 1970, c'était l'assemblage.
et Haïti, sur la route de l'aéroport, il y avait une pancarte sous Jean-Claude Duvalier qui disait « Le Taïwan de la Caraïbe », et on était le premier producteur de balles de baseball. 70, troisième décennie de développement, c'était l'industrialisation. Le Mexique et le Brésil commençaient déjà à monter les Volkswagen. Et on était encore dans l'assemblage. Et pour faire un raccourci, le gouverneur a parlé de l'embargo qui a tué toute cette industrie d'assemblage et mis au chômage plus de 60 000 âmes haïtiennes. Et on va vous faire grâce de ça. Maintenant, pour répondre aux questions, je crois que la question est bonne. Et est-ce que je vais trouver la réponse? Parce que les banques ne sont pas celles... Et nous sommes des animatrices du système, mais nous n'avons pas le volant pour faire avancer l'économie. L'économie doit marcher dans un pays où il y a une stabilité sociopolitique. OK? Et on a vu la frontière haïtiano-dominicaine fermée une fois pour plus d'1 mois. Les gens fermés alors que nous vivons de l'import, de produits qui viennent de la frontière de là-bas. Et on a vu des manifestations de rue, on a vu des destructions de facteurs de production. Donc, je crois que je réponds pour les deux, et je vais passer la parole à Franck, pour dire que nous continuerons à garantir à nos propriétaires respectifs, c'est-à-dire les actionnaires de la UNI et mon propriétaire unique qui est l'État haïtien, parce que dans la loi créant la BNC en 1979 et dans le décret de 2005 sur la réorganisation, il est dit que la BNC verse jusqu'à concurrence de 25% de son bénéfice net au trésor public. Ce que nous faisons chaque année, nous ne versons pas 25%, mais c'est jusqu'à concurrence de. Donc nous aimerions un jour verser les 25%, mais nous allons continuer à faire ce que nous savons faire le mieux, et l'intermédiation, et nous allons également travailler avec aussi les souhaits que le gouverneur a formés et tantôt, que des responsables de ce pays pensent au développement économique, à la production, à l'emploi, et que ces facteurs-là viennent améliorer tout l'environnement économique. Il y aura plus de production, les banques seront plus enclines à prêter à la production, parce qu'il y aura des assurances pour les récoltes, des assurances pour les désastres naturels. Il y aura une police rurale qui protégera les cultures et l'élevage, parce que moi je vise encore à la plaine du Cul-de-Sac, à côté de la conquête du béton, il y a les gens qui ne sont plus intéressés à produire et à élever, parce que il y a d'autres gens qui ne font rien et qui viennent le soir enlever les récoltes, voler, enlever l'élevage. Donc, il nous faut une police rurale, peut-être pas dans la forme que l'on a connue avant. Donc, il y a tout un ensemble d'ingrédients qu'il faut pour ce plat et qu'on appelle économie qui marche, banques qui font des bénéfices et qui partagent cette partie des bénéfices avec leurs propriétaires. Donc, j'ai bien accueilli le thème du forum de cette année, parce que ça nous permet de regarder à la fois les progrès que nous avons faits pendant les 33 ans, progrès en disant qu'il y avait de bonnes pratiques que nous avons délaissées, où nous sommes aujourd'hui, et nous sommes en train de penser à réinventer le passé par l'avenir. Merci. Merci bien. Monsieur MK. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais apporter une petite pas une précision, compléter ce que disait tout à l'heure Philippe et Vic Samar, président de la BNC. Il dit que par décret, il est tenu de verser 25%. C'est bien ça? Jusqu'à concurrence 2. Alors, moi, je dois le dire. Chez vous, il n'y a pas de limite. Pardon? À la Unibank. À la Unibank, on est tenu de verser 30% à l'État haïtien, en moyenne, l'impôt sur le revenu,
plus une moyenne de 50% à nos actionnaires, en plus d'être 30%. La pression est plus forte chez vous. Donc on est tant au niveau de l'État qu'au niveau de nos actionnaires privés. Ah non, mais bon, de toute façon, je crois que c'est une précision intéressante. Le deuxième point concerne ce que disait, en fait, la question de Kessner. Je répondrai ça de deux manières. La première, c'est que comment maintenir, je dirais, une rentabilité dans un contexte pareil. Là, en fait, vous faites appel